Assalamu alaikum. Donc, on va terminer ce troisième chapitre de la deuxième partie d'économie monétaire et financière. Alors, l'autre fois, donc, on a traité de la définition de la libéralisation financière, la répression financière, euh, le contexte général d'application de la libéralisation financière, la théorie de la libéralisation financière, comment est-ce que la libéralisation financière est nuisible, donc est bénéfique pour la croissance économique, hein. Et nous avons démontré comment est-ce que la répression financière entrave la croissance économique. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de ce chapitre. Maintenant, les effets de la libéralisation financière. Alors, donc, les effets de la libéralisation financière, parmi les effets de la libéralisation financière, la libéralisation financière a pour premier effet de mettre en place un système bancaire concurrentiel. Nous avons dit que cette concurrence va en résulter une libéralisation des taux d'intérêt et donc une baisse des taux d'intérêt qui va en résulter bien sûr une amélioration de la croissance économique, parce que qui dit baisse de taux d'intérêt dit donc conditions de financement harmonieuses pour les dépenses de consommation et d'investissement. Donc la production va bien sûr augmenter, hein, et qui dit donc augmentation de la production dit bien sûr croissance économique. Également, la libéralisation financière a pour effet de mettre en place ce qu'on appelle un marché de capitaux unifié, l'unification du marché de capitaux. Cette unification du marché du capitaux signifie quoi? Signifie au lieu de rester avec un marché des capitaux avec des compartiments donc éclatés, on va se trouver avec des compartiments qui communiquent entre eux. C'est-à-dire il y a fluidité. Les acteurs de la finance peuvent se déplacer d'un compartiment à un autre. Je peux aller de la bourse au marché secondaire, ou bien du marché secondaire à la bourse, ou bien de la bourse vers le marché monétaire, ou bien du marché monétaire vers la bourse, ou bien du marché interbancaire vers le marché secondaire. Donc, il y a fluidité. Mais il faut le dire, cette fluidité est rendue possible par la libéralisation des marchés de capitaux et la mise en place de ce qu'on appelle un processus d'innovation financière qui consiste à mettre en place de nouveaux produits financiers. C'est ces nouveaux produits financiers qui permettent bien sûr aux acteurs de la finance de communiquer entre eux. Parmi ces nouveaux produits financiers, les TCN, billets de trésorerie, certificats de dépôt, bons de société de financement, les bons de trésor, et bien sûr, il y a d'autres produits financiers qui vont voir le jour dans le marché d'échange, les swaps de devises, les swaps de taux d'intérêt, etc., etc. Bien. Alors, là, si la libéralisation financière est généralement synonyme de croissance économique et de développement économique selon la belle théorie de la libéralisation financière, il ne faut pas oublier, et ça c'est très important, que certaines expériences dans certains pays en voie de développement ont été décevantes. Et là, je donne l'exemple de l'Asie, surtout en 1997, qui a été donc contaminée par des crises financières, crises dues bien sûr à une libéralisation financière hâtive, selon les théoriciens de la libéralisation financière, crise financière également et faillite bancaire dans d'autres pays en Amérique latine, en Russie, etc., etc. Alors, euh, quel est le problème? Est-ce que la libéralisation financière donc est malheureuse?
Alors là, les théoriciens de la libéralisation financière vont répondre à cette question. Alors devant ces expériences décevantes, ils vont répondre de la manière suivante, que le problème, ce n'est pas dans la théorie. Il faut chercher le problème dans ce qu'on appelle les politiques de libéralisation financière mises en avant par ces pays. Alors, les théoriciens de la libéralisation financière, et là je cite Ronald McKinnon, il a même été obligé de lancer un autre ouvrage dans lequel il répond aux critiques qui ont été adressées à la théorie de la libéralisation financière. Ouvrage intitulé Ordre de libéralisation des économies, The Order of Economic Liberalization, hein, The Order of Economic Liberalization, l'ordre de la libéralisation économique. Et dans cet ouvrage, il a critiqué les politiques de libéralisation, la manière de faire les choses. Alors, et là, il a considéré que la libéralisation financière doit suivre ce qu'on appelle une méthode séquentielle, la séquentialisation de la libéralisation financière. Il faut aller par séquence, par étape, si vous voulez. Alors, normalement, la première des choses, lorsqu'on veut libéraliser une économie, ou bien lorsqu'on veut libéraliser la finance, il faut mettre ce qu'on appelle les préalables à la libéralisation financière. C'est quoi les préalables à la libéralisation financière? Il faut stabiliser l'économie. Il faut mettre en place une stabilisation macroéconomique. Alors, une macroéconomie déjà instable, ne permet pas de passer à la libéralisation financière. Et malheureusement, certains pays ont pratiqué la libéralisation financière sans tenir compte de cette condition. Alors, c'est quoi la stabilisation macroéconomique? Maîtrise de l'inflation, maîtrise des déficits, déficit budgétaire, déficit de la balance commerciale, maîtrise de l'endettement, etc., etc. Un ensemble d'indicateurs qu'il faut maîtriser. Une fois que ce processus est maîtrisé, la stabilisation macroéconomique est réussie, on passe à l'étape de la libéralisation financière. Et dans l'étape de la libéralisation financière, ne dit les théoriciens de la libéralisation, il faut aller par séquence. On commence peut-être in the first time par la libéralisation des taux d'intérêt, on passe à la libéralisation du secteur bancaire, on passe in fine à la libéralisation du compte capital. Donc, c'est des étapes qu'il faut suivre. Alors, cette séquentialisation doit être harmonieuse. Si la séquentialisation n'est pas respectée, on risque alors de se trouver devant un échec. La libéralisation peut échouer et ça se peut que l'économie se trouve dans la tourmente financière. C'est le cas de l'Asie. L'Asie, elle est passée rapidement à l'étape finale de la libéralisation financière qu'on appelle la libéralisation financière externe en libéralisant le compte capital. Que veut dire libéralisation de compte capital? Ça veut dire que tu vas laisser les capitaux étrangers entrer librement dans votre pays et permettre à vos capitaux de quitter le pays librement. Il n'y a pas d'entrave. Alors là, il y avait des risques de spéculation. C'est dangereux, hein? Il y avait des risques de spéculation. Et c'était le cas du Thaïlande. Le BAF thaïlandais, la monnaie thaïlandaise, le BAF, a été victime de désirs spéculatifs. Elle a subi des chutes spectaculaires et même la Banque centrale thaïlandaise n'a pas pu sauver le BAF thaïlandais. Attention. Donc voilà la libéralisation financière. Donc il faut le noter et parfois il faut gérer la dialectique croissance and crisis. Donc growth and crisis. Donc crise et croissance économique. C'est une dialectique. Il faut gérer la dialectique. Alors, quels sont les risques financiers généralement reconnus par le système bancaire? C'est les risques de marché, risques de contrepartie ou bien risques de crédit, risques de liquidité, risques de change, risque de taux d'intérêt et le risque systémique.
Alors là, vous avez les différents risques qui sont là. Risques de marché, généralement, ce sont des pertes qui résultent de fluctuations des prix des instruments financiers sur le marché financier. Hein. Risque de crédit, c'est lorsque l'emprunteur il est dans une situation d'incapacité de rembourser. Risque de taux, les fluctuations de taux d'intérêt. Risque de change dû aux fluctuations de devises. Risque opérationnel qui a trait, bien sûr, avec tout ce qui est tout ce qui est lié à l'organisation, malveillance, fraude, etc., mauvaise gouvernance, panne informatique, etc., inondation, incendie, hein. Ce sont des risques aujourd'hui qui pèsent également. Et vous avez le risque systémique. Son nom l'indique. Qui dit risque systémique? Risque de système. Risque systémique, c'est-à-dire lorsqu'il y a un événement, un choc financier qui attaque une banque, il ne tarde pas à entraîner par réaction une chaîne, des effets négatifs sur l'ensemble du système bancaire. Une boule de neige. Voilà. Donc, c'est une fois une banque touchées par la crise, les autres banques, bien sûr, vont être attaquées, hein, comme s'il y a une sorte d'interdépendance entre les banques. Un choc financier, une crise financière dans une banque se termine par une crise systémique. Voilà. Comment la libéralisation financière engendre-t-elle des crises? Alors là, les études qui ont été faites sur plusieurs pays ont démontré que généralement, c'est dû à un ensemble de facteurs. Parmi ces facteurs, un environnement économique peu robuste. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Toujours, la libéralisation financière doit au préalable préparer un climat macroéconomique stable. Ça, c'est très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut que l'environnement macroéconomique soit robuste en termes lorsque donc il y a un choc monétaire ou financier, l'économie peut résister quand même. Hein? Il faut donc éviter à ce que l'économie soit vulnérable quand même au choc macroéconomique ou bien au choc monétaire et financier. Voilà. Élément important, la vulnérabilité au retrait soudain de capitaux. Donc ça c'est très important, surtout la phase de libéralisation financière externe, lorsque les capitaux quittent le pays. Hein? Alors là, ça peut générer une hémorragie de capitaux. Et vice-versa, lorsqu'il y a afflux de capitaux, ça peut générer de l'inflation, ça peut générer des désirs spéculatifs, etc., etc. Faible niveau de liquidité bancaire, c'est un élément. Et bien sûr, un niveau élevé de crédit accordé au secteur privé. Généralement, avec la libéralisation financière, les banques commencent à avoir une psychologie d'euphorie. Alors, ils donnent des crédits à tort et à travers, comme ils anticipent donc un climat donc de bien-être financier qui va venir, une euphorie. Et ça se termine mal, malheureusement. Si on cherche à résumer, donc, si vous voulez, le climat de crise qui est généré par la libéralisation financière, il y a trois étapes. La première étape, on est pleinement dans la libéralisation financière, c'est la phase euphorique. La phase euphorique, c'est là où il y a un optimisme des banques et des investisseurs. التفاؤل, hein? التفاؤل fait que il y a un boom de crédit, on donne des crédits à tort et à travers, il y a surendettement, sous-estimation des risques, استهتار بالمخاطر, hein? etc., etc. هاد l'euphorie malheureusement كتجي واحد c'est dû bien sûr à des anticipations qui se font, hein, anticipations qui se profilent liées à la profitabilité bancaire, mais en même temps se prépare une bulle, hein,
une bulle spéculative. Hein. Une bulle, ça veut dire quoi? Une bulle, ça veut dire que les anticipations n'ont pas de relation avec la réalité, avec les fondamentaux. Alors, deuxième étape, retournement des anticipations. Voilà, malheureusement, il y a retournement des anticipations, difficulté de remboursement des clients, hein, le cas des subprimes les États-Unis, hein. Troisième étape, il y a l'étape ou bien la phase de détresse ou bien la phase neurasthénique, ou bien de détresse. Là, c'est renversement de tendance, défaut de remboursement, dégradation des bilans, chute des, etc. Et c'est la crise. C'est la crise, donc il est faillite bancaire. Là, il y a des exemples frappants et je cite la crise des subprimes. Voilà, ça, c'est les définitions de l'euphorie. L'euphorie représente la phase de la spéculation, bien sûr. Hein, là où il y a donc il y a perte de contact avec la réalité. Les investisseurs font des anticipations à leur guise. Il y a ce qu'on appelle un phénomène de psychose collective, hein, le mimétisme financier. Je vois ce que font les grands investisseurs, je suis donc les grands investisseurs indépendamment de la réalité, malheureusement. Et là, la détresse, bien sûr, c'est la phase finale de la spéculation. Elle précède la panique financière. Alors, attention, donc la libéralisation financière doit être régulée. Hein. S'il y a donc la libéralisation financière, s'il y a une crise, ça ne veut pas dire que les crises est une fatalité. Au contraire, la libéralisation financière peut être corrigée. C'est ce qu'on appelle les mesures de régulation. Ces mesures de régulation ont été mises en avant par les théories de l'économie, les économistes qui ont imaginé donc l'école de la régulation là, et d'autres spécialistes de la finance qui ont prévu bien sûr des mesures de régulation pour corriger la libéralisation financière, ainsi que les recommandations des organisations internationales BAL 1, BAL 2 et BAL 3. Voilà donc ces mesures de régulation se résument en régulation microprudentielle et macroprudentielle. Microprudentielle, c'est la quantification des risques de faillite d'une entité financière, généralement une banque. Régulation macroprudentielle, c'est la quantification des risques relatifs au système financier dans son ensemble. Si je prends donc la présentation de BAL 2, il y a donc trois piliers. Le premier pilier, il exige pour les banques d'avoir un ratio de solvabilité, soit ratio Cook. Il faut qu'il y ait un minimum de fonds propres. Et il faut que les crédits soient proportionnels avec le fonds propre. Le pilier 2, il faut mettre en place un système de surveillance prudentielle et un système d'évaluation des risques. Le pilier 3, il faut donc le conformisme à la discipline du marché. Hein. Donc, il faut se conformer à la discipline du marché, transparence, éthique, etc., etc. Et bien sûr, diffusion de l'information. Hein. Il faut donc que la banque diffuse l'information. Comme ça, on peut suivre, on aurait un baromètre hein, pour suivre bien sûr l'état de santé de la banque en question. Le BAL 3, il va approfondir le BAL 2, il va donc ajouter des choses. Donc, il va maintenir ce qui a été fait par BAL 2, mais il va aller encore plus loin en, bien sûr, le volet capital, renforcer bien sûr la qualité des fonds propres, du niveau de fonds propres, faire face aux risques, etc. La liquidité est là, introduire un ratio de liquidité à court terme, hein. Troisième volet, pilier de BAL 3, c'est le risque systémique. Donc, il faut bien sûr renforcer les exigences en fonds propres, bien sûr, pour bien sûr maintenir la solidité du système financier. Voilà donc cette deuxième partie de ce chapitre sur la libéralisation financière.
Je vous remercie, hein. Donc, il nous reste un petit paragraphe sur la libéralisation financière au Maroc et les grandes réformes bancaires mises en avant au Maroc. Merci pour votre attention.